Alors c'est un confrère qui nous rend visite cet après-midi. Bonjour Éric Willem. Bonjour Philippe, bonjour Lise. Bonjour. Pour un livre, alors vous n'êtes pas le premier journaliste à écrire un livre, mais celui-là a la particularité d'être extrêmement personnel et d'être un parcours que je trouve moi à la fois inspirant et très touchant. Histoire d'un papa solo. C'est votre histoire d'un papa qui est devenu famille d'accueil tout seul. Oui, j'accueille Lily depuis 4 ans et demi maintenant. Lily, elle a 9 ans. Elle est arrivée chez moi, elle allait avoir 5 ans. Ouais. En plein Covid en plus. En plein Covid, ouais. Et je sortais d'une longue relation où on avait envisagé d'avoir un enfant. Et en tant que couple gay, on s'était tourné vers la GPA. Et j'accrochais pas trop en fait au système de GPA. J'avais un peu l'impression C'est aussi que chez nous, c'est inexistant. Vous le rappelez dans le livre. Donc il faut faire ça, par exemple, aux États-Unis. Ouais. Et ça coûte super cher. C'était 160 000, parler vulgairement, louer un ventre, ça coûte très très cher, quoi. Ouais, voilà. Et puis j'adhérais pas vraiment à l'idée, en tout cas, de voir, enfin voilà, les options qui étaient proposées, etc. Ça me plaisait moyennement. Et donc on s'est séparés. Ceci dit, heureusement qu'on n'a pas été plus loin. Et au final, je me suis retrouvé célibataire. Je me suis dit, mais j'ai quand même envie d'être parent. J'approchais la quarantaine et j'ai un jour entendu à la radio parler des familles d'accueil. Donc je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait un centre au bout de ma rue et je suis allé à une séance d'info et c'est là que tout a commencé. Entre guillemets, pas le bon centre, pas celui auquel vous pensiez vous adresser d'abord, c'est ça hein, Oui, parce que je voulais essayer en me disant, donc il y a différents types d'accueil en Belgique et il y a francophone, il y a l'accueil de court terme, c'est quelques mois renouvelable une fois, il y a l'accueil d'urgence, là c'est 45 jours renouvelables une fois. Il y a l'accueil de long terme, potentiellement jusqu'à la majorité de l'enfant, et il y a le parrainage. Et je m'étais dit, le parrainage, c'est bien, c'est tous les week-ends ou les vacances scolaires. Donc on a entre guillemets les bons côtés, quoi. Voilà, je m'étais dit, pourquoi loisirs, pas. Et puis je suis allé dans ce centre, et là, en fait, ils ont commencé par dire, alors ici, vous devez savoir qu'on ne fait que du long terme. Je me suis dit, ah mince, j'envisageais pas ça, et j'ai assisté à la présentation, et je me suis dit, mais au fond, si, j'ai juste peur, et je voudrais essayer, mais en réalité, je voudrais pouvoir m'inscrire dans un projet long terme, et c'est comme ça que j'ai démarré presque dès le lendemain les entretiens, et 9 mois après on me présentait Lily, puisque c'était un parcours à la fois long et court, je trouve. Oui, c'est beaucoup moins long qu'une adoption. C'est moins complexe aussi, c'est plus flexible dans le sens où on peut être homosexuel célibataire et se lancer, alors qu'un gay célibataire qui veut adopter, il a très peu de chances d'y arriver, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué ? Parce qu'il me semblait quand même que chez nous, on avait quand même pas mal évolué ces dernières années. Il y a eu le mariage les Français disent pour tous, nous on dit le mariage, je sais pas si on dit gay, ou le mariage homosexuel, en tout cas. Il y a eu l'adoption, tout est ouvert chez nous en fait, légalement en tout cas. Oui, après dans la pratique, c'est plus compliqué en tant que gay célibataire pour adopter. Et donc c'est vrai que ici, par contre, c'était autre chose, c'est un autre parcours. De même que d'ailleurs famille d'accueil, si vous êtes plus âgé et que vous voulez vous lancer, peut-être que l'adoption vous sera refusée, mais que l'accueil, par contre, est possible. Moi, je connais quelqu'un qui a 60 ans, qui a été famille de parrainage et qui vient de passer en famille d'accueil long terme. Donc, c'est des choses qui sont possibles. De même que des personnes qui sont atteintes d'une maladie, par exemple, qui vont être refusées pour l'adoption. C'était le cas d'une personne qui m'avait été un jour présentée, qui avait la sclérose en plaques, et l'adoption lui avait été refusée, et le process de famille d'accueil était OK, et donc ils ont toujours d'ailleurs un petit garçon. C'est vrai que quand on parle d'accueil ou d'adoption, on pense souvent à l'étranger. Et en fait, ici, on se rend compte qu'en Belgique, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont en demande d'adoption et de famille, même d'accueil. Quoi. Alors, il y en a 600 en Belgique francophone qui sont en attente chaque année, donc qui s'additionnent au point que les pouponnières débordent et que certains enfants sont parqués en hôpitaux tant il n'y a pas assez de familles. Alors, on fait bien la distinction entre famille d'accueil et adoption, dans la mesure où, dans le cadre d'une famille d'accueil, on va parler d'un concept de coparentalité, c'est-à-dire que les parents biologiques peuvent potentiellement conserver un lien avec l'enfant, ce qui n'est pas le cas de Lily dans mon histoire. Parce que la mère a tout simplement disparu de la circulation et que le père, on ne sait pas qui c'est. Voilà. La maman est déchue de ses droits. Mais c'est vrai que dans pas mal de cas de famille d'accueil, il reste
un lien avec la famille d'origine, et c'est très bien, et ça fonctionne. Mais il faut s'inscrire là-dedans. C'est pas une adoption dans le sens où on ne coupe pas tout avec l'histoire de l'enfant. Au contraire, on compose avec l'histoire de l'enfant et on aide l'enfant à se construire aussi avec ce puzzle, en fait, ce grand puzzle qui est le puzzle de la vie, quoi. On le prive pas de son histoire. Non, au contraire. Et je crois que c'est important, et c'est en ça que la préparation est super chouette dans les SAF, donc c'est les services d'aide au placement. Moi, j'ai trouvé ça tout le livre est très touchant, mais j'ai trouvé que c'était extrêmement bienveillant par rapport justement au personnel de la pouponnière, aux personnes qui vous ont accompagné. Faut dire que votre maman je sais pas si c'est un hasard, si ça vous a ouvert l'esprit là-dessus, mais votre maman aussi a participé à de l'accueil d'enfants, non? Alors, ma maman travaillait à l'IPPJ de Saint-Cervé, qui est une institution pour enfants, pour jeunes filles délinquantes placées, ce qu'on appelait avant les maisons de redressement. Et donc, ma maman a travaillé toute sa vie dans l'aide à la jeunesse. Et c'est vrai que j'ai toujours été sensible à un public un peu plus difficile, ou en tout cas au parcours beaucoup plus cabossé. Mais ces femmes qui sont dans les pouponnières, la manière dont vous racontez la relation que vous avez eue avec eux, la relation qu'elles ont avec les enfants, c'est vrai que ce sont des mères de substitution, mais vraiment, quoi. Oui, Karine, donc en fait Lily a été, on va dire, élevée presque dans une pouponnière à la Hulpe, puis ils étaient 11 dans sa section, et chaque enfant avait une référente. La référente de Lily, c'est Karine, et Karine, elle avait 2 enfants dont elle était, on va dire, la puéricultrice privilégiée, quoi. Même s'il y en avait d'autres, mais disons que Karine incarnait ça, et donc c'est très important. C'est la figure maternelle enfants. Un peu, quelque c'est part. La figure maternelle, elle a élevé Lily, et c'était très... je sais qu'elle a donné de son temps gratuitement aussi pour Lily. Elle a aussi donné de son argent pour Lily, lui offrir un cadeau, la ramener chez elle à Noël. Et donc le moment de la séparation, je me souviens quand j'ai eu Karine au téléphone et qu'on préparait en fait le départ, je dis mais et vous, ça vous fait quoi? Vous n'êtes pas triste? Et elle m'a dit mais c'est la première fois qu'on me demande ça. Elle me dit je suis à la fois triste, mais je suis heureuse que Lily puisse avoir une famille. Lily, elle allait avoir 5 ans, elle était périmée aux yeux des services parce que à 5 ans, on estime que l'enfant est trop âgé. C'est tout petit. Mais vous, c'était votre demande aussi que ce soit pas un tout petit bébé, je veux dire. Vous vouliez. Mais je pense que c'est une réaction d'homme aussi quelque part. On a peut-être plus besoin d'avoir un contact déjà un peu plus intellectuel avec l'enfant, non? Je pense pas. Je crois que c'est surtout parce que j'étais seul et que je me voyais mal changer les couches au milieu de la nuit et assumer le boulot en plus derrière. Et donc du coup, je voulais un enfant qui avait entre 3 et 5 ans. En tout cas, j'avais demandé, puisque c'est très important aussi pendant la procédure. Une fois que vous êtes sélectionné, qu'on vous dit OK, on va chercher un enfant, on va parler de l'enfant rêvé. On peut s'exprimer là-dessus aussi. Alors, on va pas demander à un petit garçon qui est blond. Non, mais j'ai trouvé ça très bien parce que on prend entre guillemets. On n'achète pas sur catalogue, quoi. Non. C'est la démarche inverse, en fait. Oui, mais par contre, on peut dire, voilà, je suis seul, donc je pense qu'un enfant âgé entre 3 et 5 ans serait plus adéquat pour mon profil. Et c'est vraiment ça. Que ce soit pas épuisant, en tout cas, parce qu'on sait que, voilà, un parent... déjà, un couple avec un bébé, c'est pas évident, mais un parent seul, effectivement, c'est assez logique, je veux dire, dans votre démarche, en tout cas, c'est honnête, en fait. C'est important, et puis ils essaient de faire des matchs entre un profil d'enfant et un profil de parent. Et ça, c'est le job de Nadia dans le livre, qui sélectionne en fait l'enfant, qui screen les profils qui sont en attente et qui se dit, voilà, cet enfant-là devrait pouvoir matcher avec ce profil de famille. Et voilà, c'est très très important que ça fonctionne, évidemment. Vous parliez de Karine tout à l'heure, elle fait toujours partie de la vie de Lily aujourd'hui ? Oui. On continue à avoir des contacts. Elle est venue à la présentation du bouquin. Elle est présente. On continue à garder des contacts, même si c'est pas très orthodoxe. En tout cas, c'est pas prévu à la base. Oui, c'est ça. Mais comme Lily était beaucoup plus âgée quand elle est arrivée, elle avait 5 ans. Elle se souvient d'elle. Je voulais pas tout d'un coup qu'il y ait une rupture supplémentaire dans son histoire. Elle a été abandonnée par sa maman, Lily. Elle avait 17 mois. Sa maman a continué à venir la voir jusqu'à ses 3 ans. Mais elle s'est vraiment attachée à Karine. Et donc c'était très dur aussi pour moi de me dire, mais je vais enlever cet enfant à
un milieu dans lequel elle est pas mal finalement, parce qu'elle était aimée. C'est le moment dans le livre où j'ai senti monter une petite larme, moi. Ouais. C'est le moment où elle quitte la pouponnière, parce que je trouve ça particulièrement émouvant, et on sent bien que cette petite, elle a à la fois elle a ses racines là, et en même temps elle a envie de vivre cette nouvelle expérience avec vous. Elle a son projet, et donc ça c'était très très fort, parce que elle a beau avoir 5 ans, elle savait qu'on ne grandissait pas bien en pouponnière. Ouais. Et elle savait, parce que les adultes le lui disaient depuis le début, on cherche une famille pour toi, c'est important que tu aies une famille pour bien grandir. Quand Lily est arrivée, elle avait un retard de langage, par exemple, lié au fait qu'elle a été moins stimulée en individuel, puisqu'ils sont 11 dans sa pouponnière. Et donc, elle avait ça, mais elle avait aussi, finalement, une attention de Karine, bien sûr, mais d'autres puéricultrices, mais qui étaient des gens qui sont payés. Enfin, c'est normal, c'est leur job, et donc il y a un côté monétisation quelque part de l'attention, alors qu'un enfant il a besoin d'une personne qui va l'aimer inconditionnellement, et donc c'est en ça que c'est très important pour ces enfants qui sont en attente de trouver des familles. Évidemment, c'est pas facile tous les jours, hein. Et ça, je me suis dit, tous les deux, vous avez quand même pris cher pendant... Enfin, il y a des périodes où vous avez pris cher, quand même. Hein. Oui, parce que forcément, Lily a ce qu'on appelle un trouble de l'attachement qui est la peur de l'abandon, quoi. Qui est lié à l'abandon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand ces enfants sont dans la création d'un lien? C'est qu'ils vont tester le lien, puisqu'ils se disent que les adultes ne sont pas fiables, puisque le pire du pire est arrivé. Maman m'a abandonné. C'est la personne... Et donc toi, tu vas m'abandonner aussi. Exactement. Ouais. Et pire, c'est si maman m'a abandonné, c'est à cause de moi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me prouver à moi-même que c'est bien à cause de moi que maman m'a abandonné. Comment je fais? Eh ben, je tape dans le cadre et j'essaie de faire en sorte que la personne qui essaie de s'attacher me lâche aussi. Quoi, Et donc, en fait, c'est un peu rock'n'roll. Parfois, c'est un peu dur, parce que du coup, oui, elle va tester sans cesse, et c'est par vague, et ça s'arrange pas nécessairement avec le temps. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ça va. Cette semaine-ci, ça va. Mais on fonctionne semaine par semaine. Cette semaine-ci, ça va, et peut-être que la semaine prochaine, ça n'ira à nouveau pas. Il suffit qu'il y ait un élément déclencheur ou une insécurité, et à ce moment-là, elle va à nouveau tester très très fort. Mais ça fait partie du job de parent d'accueil, et c'est pour ça que c'est très important, cette sélection au départ, en fait. Et c'est aussi pratique, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, pratique, mais c'est utile en tout cas d'être famille d'accueil, parce que on a aussi les référents qui sont toujours là, et on peut donner un coup de main, enfin, je veux dire, on peut demander un coup de main, on peut se faire aider, quoi. Oui, donc le SAF, qui est le parcours d'accueil en ce qui me concerne, qui est situé à Ixelles, est présent, c'est-à-dire qu'il y a une assistante sociale qui nous est désignée, qui vient tous les mois. Je ne vais pas cacher que c'est pas toujours agréable non plus d'avoir quelqu'un qui passe tous les mois à la maison. Oui, on sent un peu surveillé, quoi. Oui, même si c'est un partnership, voilà, il y a quand même cette obligation-là, mais surtout, c'est important qu'elle le fasse, parce que comme ça, elle est au courant au fur et à mesure des difficultés rencontrées. Et s'il y a une grosse difficulté, ils peuvent agir immédiatement. Comment? Il y a à la fois une psychologue qui est Nadia dans le bouquin, qui est la même qui a fait toute ma sélection, qui est disponible en cas de pépin. Et puis ils ont une pédopsychiatre qui peut intervenir aussi s'il y a des problèmes plus importants. Et il y a tout un suivi aussi, malgré tout, qui permet des remboursements, des consultations psy. C'est pas négligeable, hein, donc cet accompagnement-là, il est vraiment important. Elle le sait, Lily, que vous avez écrit ce bouquin, je suppose. Oui, elle a même emmené à l'école en début de semaine, sans me le demander, et elle est à la page 170. Mais, donc elle le lit. Elle le lit, mais je lui avais dit que c'était... Alors, j'ai lu des passages, elle connaît, je fais aussi des chroniques en radio, elle connaît ses chroniques en radio, elle les écoute, mais le livre, c'est écrit comme une histoire, c'est écrit comme un roman. L'idée, c'est que c'est pas un bouquin dans lequel je vais donner des conseils, c'est pas ça, c'est notre histoire. C'est un exemple. Voilà, et je pense, je l'ai voulu comme ça, que ça se lise vraiment comme une histoire, en fait. Mais du coup, elle réagit assez bien. Elle réagit assez bien. Il y a des passages que je trouve un peu durs pour elle. Et donc voilà. C'est-à-dire que vous la racontez, donc elle est encore petite pour savoir exactement ce que ça signifie. Peut-être que quand elle sera plus grande, elle aura une autre vision dessus. En tout cas, le fait que ça existe et que vous racontiez son histoire, elle est plutôt contente de ça aujourd'hui. Elle est contente de ça parce qu'elle sait, j'en parlais hier, écrire parfois ça permet de passer à autre chose.
Et en fait, vous avez beaucoup écrit tous les deux. Vous vous êtes écrits aussi. Oui, beaucoup. Et c'est important pour tous les deux, je pense, à un moment donné, une fois que quand on n'arrive pas à dire les mots, de les écrire. On aura gommé le papa d'accueil, le famille d'accueil, le d'accueil sera gommé. Il restera que papa, et il restera que papa. Voilà. Mais il y a quand même aussi moi j'ai trouvé ça très bienveillant malgré tout. C'est vrai qu'il y a des moments où on sent que dans les disputes vous êtes vraiment à bout, mais très vite vous vous prenez du recul par rapport à ça et très vite l'amour revient en fait. Il est même pas parti. Il n'est pas parti. Très vite, l'amour revient, oui. Après, c'est plus facile quand c'est écrit. Quand c'est écrit que quand on le vit. Oui, exactement. Ça, et on a tous eu envie un jour de balancer son gamin par la fenêtre. Il faut juste pas le faire. C'est le seul truc. C'est pas conseillé. Et que ce soit un enfant placé ou pas, d'ailleurs. C'est pareil. Mais c'est la réflexion que je me faisais. Et c'est pareil aussi dans les familles recomposées. Je veux dire, alors c'est peut-être pas à la même échelle, mais on retrouve le même genre de difficultés aussi. Oui, et ici, vous parlez de famille recomposée. Donc moi, j'ai un compagnon depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, qui s'appelle Adrien, qui est dans le livre aussi. Adrichou. Adrichou, elle l'appelle Adrichou, et qui a réussi à trouver la juste distance, en fait. Ça reste mon projet. Je dis toujours papa solo, ça m'embête un peu ce titre. C'était pas mon choix à la base, mais c'est papa solo, mais pas seul. Papa solo parce que ça reste mon projet, et ça, il le respecte. Pas seul parce qu'il y a plein d'amis autour, il y a tous les tontons, donc, il y a tous les tontons, quoi. Donc, exactement. Et ça, c'est très important, c'est que quand on se lance dans ce genre de processus, c'est d'être accompagné, en fait. D'être soutenu par des amis. Et je veux pas être l'arbre qui cache la forêt parce qu'il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je travaille dans l'audiovisuel, on l'a dit. J'ai été soutenu par les différentes personnes pour lesquelles je bossais. On m'a laissé m'absenter pour aller à des rendez-vous, etc. Mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes. Et 80% des parents solo en Belgique sont des femmes. Et on dit souvent, un papa solo, c'est mignon. Une maman solo, c'est des problèmes à gérer. Et c'est le regard de la société. C'est affreux. Mais c'est le regard de la société est celui-là. Moi, je veux pas être l'arbre qui cache la forêt. C'est beaucoup plus compliqué d'être une maman solo que d'être un papa solo. Et d'être un papa tout court, alors ? Et d'être un papa tout court, c'est un rôle qu'on réinvente, qu'on invente avec l'enfant. Mais le rêve, je veux dire, c'est quand même de scraper d'accueil, c'est d'être papa tout court. Oui, et dans notre tête à Lily et moi, c'est ça. Il n'y a plus de questionnement par rapport à ça. Elle m'appelle Eric. Elle m'appelle pas papa. D'accord. Elle vous appelle papa par rapport aux autres. Ouais. Quand elle parle de moi, elle dit mon papa, mon père. Je vais encore me faire tuer par mon père. Elle dit des trucs comme ça à son instinct. Mais elle m'appelle Eric. Et je dis toujours que j'ai commencé à devenir son papa le jour où j'ai accepté qu'elle m'appelle Eric. Parce que je voulais au début qu'elle m'appelle papa. Mais je me rendais pas compte. Elle allait avoir 5 ans, la gamine. J'étais un inconnu et je lui demandais qu'elle m'appelle papa. Et puis un jour, je me suis rendu compte que c'était un peu... j'ai été beaucoup plus cool par rapport à ça. Et un jour, je l'ai entendu parler de moi en tant que papa. Et je me suis dit, mais en fait, ça me suffit. Je sais que dans sa tête, dans son cœur, je suis son papa. Oui, le chemin est fait. Voilà. Et le reste, ça viendra ou ça viendra pas. Et c'est pas grave, parce qu'au final, sa façon de m'appeler Eric, c'est une façon très particulière et qui fait que j'apprécie mon prénom, qui ne me plaisait pas forcément avant. Elle l'a teinté de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de toutes les couleurs des émotions possibles, quoi. Quand elle est fâchée, elle le dit d'une certaine façon. Quand elle est triste, d'une autre façon. Enfin voilà, c'est assez mignon. On passe par toutes les couleurs dans le livre. Oui, et puis vous connaissez par cœur, vous vivez ensemble, vous avez traversé tellement de choses que ça fait pas de doute, quoi. Il y a pas de doute. Après, c'est pas toujours facile. Non, c'est vrai. Mais on apprend l'un de l'autre. Mais je pense que quand on est parent, on apprend autant de ses enfants, en fait. Il y a des crises d'adolescence aussi, donc. Peut-être que chez Lily, ça s'est déclenché un peu plus tôt, si j'ai bien compris en lisant le livre. Oui, elle a 9 ans et là, c'est... Oui, on a une petite préado là, à la maison, mais c'est lié à l'histoire et voilà. Des gens me disent, mais tu vas voir, l'adolescence, ça va être l'enfer. Ou pas. Je dis, en fait, tout ce qu'on vit déjà maintenant, c'est toujours ça de gagner pour la suite. Et après, elle est très aimante aussi, heureusement. Elle est très aimante, elle est très bienveillante. Elle demande... Elle a l'air rigolote, en tout cas. Elle est très rigolote. Elle fait des blagues tout le temps, parfois un peu trop.
ce qui est un peu gênant parfois avec les services quand une psychologue ou une enquêtrice sociale vient demander comment est-ce que tu qualifierais Eric, et elle dit assassineur parce qu'il essaie de m'étrangler. Voilà, je dis mais tu sais, il y a des trucs, on peut le dire entre nous pour rigoler, mais il y a des moments où il faut essayer de rester sérieux. Je vous rassure, même les enfants biologiques font ce genre de blagues. Et la psy de me dire, mais si elle se permet de dire ça, c'est que tout va bien. Donc, oui, c'est ça, elles ont l'habitude. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire, pas facile. On sent bien qu'il y a des jours où c'est vraiment, comme vous l'avez dit, on aura envie de balancer, mais c'est comme pour n'importe quel parent. Et je trouve que la manière dont vous racontez, le début en tout cas, le parcours, moi j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Donc histoire d'un papa solo. Ta famille, c'est ceux qui t'aiment. Je trouve que tout est dans ce titre, en fait. Oui, le titre, c'est venu d'un voyage en Sardaigne. On était sur la route et au milieu d'une conversation qui n'avait rien à voir, elle me dit, tiens, est-ce que ma petite sœur, puisqu'elle a une petite sœur biologique qui est dans une autre famille d'accueil, est-ce que ma petite sœur fait partie de ma famille ? Et je lui dis, mais j'étais un peu désarçonné, on se regardait avec les copains, on se dit, mais c'est quoi pour toi la famille ? Et elle me dit, mais c'est tous ceux qui m'aiment, quoi. Et je trouvais cette définition de la famille absolument incroyable. C'est la famille qu'on choisit. Et c'est aussi ça l'histoire du livre, c'est qu'est-ce que la famille, la vraie famille, celle qu'on choisit versus celle dont on hérite, et celle qu'on choisit peut être aussi forte, voire plus forte. Celle du cœur et de l'esprit. Exactement. Eric Willem, le livre est sorti maintenant et franchement, c'est un excellent moment, très émouvant aussi. Oui. Merci Eric. Merci à vous. Et bonne continuation avec Lily. Merci. Oui.